Combien de mètres carrés de bureaux vides y a-t-il? Certaines mairies d'Île-de-France ont un stock de bureaux vides qui est vide à 70% depuis plus de 3 ans. Donc ça veut dire que ce stock, il va peut-être rester encore un peu vide. Le meilleur type de bureau, mais en fait de bâtiment réversible, c'est l'haussmannien, qui a d'ailleurs été conçu un peu pour cette mixité d'usage. Le fondateur de FitGen AI. FitGen AI, c'est des assistants IA spécialisés en finance et en patrimoine pour le contexte fiscal, juridique français. Le conseiller va être remplacé. Avec Darwin, nous avons identifié que les investisseurs cherchaient de plus en plus à se renseigner sur l'investissement immobilier. Quelle classe d'actifs? Quel secteur géographique viser? Et c'est exactement pour ça que nous avons créé Slice. Slice, c'est un podcast où nous invitons un professionnel de l'immobilier pour nous parler de ses secteurs de conviction, de ses projets en cours, de la façon dont il voit l'avenir, pour que nous aussi, on puisse s'alimenter sur nos décisions d'investissement. Nous avons créé Darwin RE01, qui est notre première SCPI, accessible au grand public à partir de 1 000 € et qui a vocation à investir de manière diversifiée sur les classes d'actifs, du commerce, de la logistique. Et vous aussi, vous aurez en écoutant ce contenu des informations qui vous seront utiles pour vous faire des convictions sur l'investissement immobilier. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le bouton Darwin Invest qui vous permettra d'en savoir plus sur notre SCPI. Place maintenant à l'invité du jour. Bon, Vincent, bienvenue dans le podcast de Slice pour ce 3e épisode. On est ravis de t'accueillir. Alors, tu veux passer un bon été? Très très bon, et merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Comme d'habitude, l'idée donc, est d'inviter des professionnels de l'immobilier, on va y venir, pour creuser un peu tes expériences, tes convictions et les sujets sur lesquels actuellement tu as, on va dire, ton focus. Je vais commencer par essayer de te présenter et puis n'hésite pas si tu as des remarques ou des choses à compléter. Je suis allé voir ton profil d'ailleurs très complet. Donc Vincent, tu es entrepreneur dans le milieu de la finance et de l'intelligence artificielle, diplômé de Sciences Po. Tu as travaillé tout d'abord dans des ministères comme le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade de France en Chine, il me semble. Ensuite, tu as fait un passage chez EY et tu as rejoint une structure par la suite qui est un des leaders, on va dire, dans le sujet du recyclage urbain. Sujet passionnant puisque dans mon premier épisode, par exemple, j'ai un invité qui disait que c'était une des thématiques que regardaient particulièrement les fonds immobiliers. Je sais que vous êtes positionné vraiment comme un maker et un des pionniers de ce sujet. Donc on va en parler. Et surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le sujet de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, pas au sens, on va dire, universel, mais plutôt applicatif, sur le sujet de la finance, du patrimoine, puisque tu es le fondateur de FitGen AI, qui est un assistant IA pour les professionnels du patrimoine et de la finance. Mais avant ça, je voudrais parler d'un sujet peut-être un peu plus précis. On t'a vu l'année dernière sur porter la flamme olympique aux Jeux Olympiques de Paris. Quand on n'est pas Teddy Riner ou Zidane, dans quel contexte on est invité pour porter la flamme olympique? Alors effectivement, je n'ai pas les talents de Teddy Riner ni de Zidane, mais j'ai eu l'honneur de porter cette flamme olympique parce que j'ai eu, par mes expériences associatives et professionnelles, différents engagements, notamment sur tout ce qui est finance durable, finance solidaire. Et c'est peut-être le fil rouge d'ailleurs de mon parcours. C'est au fond comment on peut appliquer quelque chose qui est un super outil. La finance est un outil pour transformer les choses sur l'environnement, le solidaire, l'immobilier bien entendu, et l'intelligence artificielle, on va le voir. Ouais, donc l'économie circulaire qui a été un grand pan de ta vie professionnelle, mais aussi la finance responsable. J'ai l'impression que tu es un homme de réseau, dans le sens où tu sembles très connecté, connaître quand même pas mal de monde, que ce soit dans la sphère privée ou publique. Comment est-ce que tu entretiens tout ce petit monde? Est-ce que c'est des efforts au quotidien? Est-ce que ça se fait assez naturellement? Alors, est-ce que c'est des efforts? Non, parce que j'aime beaucoup en fait rencontrer de nouvelles personnes. Donc je pense que c'est assez naturel aussi d'être curieux, de poser beaucoup de questions. Et donc concrètement, comment ça se passe? Eh bien, c'est souvent des petits déjeuners professionnels qui vont m'amener à rencontrer d'autres personnes dans des moments conviviaux et où on va découvrir souvent des nouvelles technologies, des nouveaux usages, des nouvelles manières de penser surtout. Et donc, j'ai pas une méthode. Par contre, j'ai une vraie curiosité à rencontrer de nouvelles personnes, surtout si elles sont pas d'accord avec moi. D'accord, surtout si elles sont pas d'accord avec toi. Et si elles sont pas d'accord avec toi, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? J'essaye, c'est très dur. J'essaye de les écouter et d'adopter leur point de vue. Et l'intelligence artificielle, c'est aussi pour ça que ça me passionne, c'est que ça permet
d'avoir des dialogues avec tout un tas d'autres types de points de vue. Et donc, ça permet de brainstormer de manière beaucoup plus approfondie. Donc, les personnes qui ont des points de vue différents, j'essaye de les écouter, de leur poser des questions. Je ne suis pas forcément d'accord à la fin, mais je trouve que c'est le meilleur enrichissement. C'est un conseil qu'on m'avait donné quand j'étais petit. On m'avait dit il faut surtout lire des livres avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Sinon, ça vient juste nous valider. Ouais, effectivement, pour élargir la pensée, finalement, c'est bien de rencontrer des gens qui ont des points de vue assez différents. J'en profite pour basculer sur le premier sujet. Alors aujourd'hui, on va faire un gros focus sur la thématique de l'IA, mais avant tout, je voudrais parler du sujet du recyclage urbain. On va faire un peu un focus là-dessus, on va dire, sur les premières minutes avant de passer sur la thématique principale, puisque aujourd'hui, tu es chez Fidjen, mais tu es passé par un des leaders du recyclage, donc Novaxia, qui est une société de gestion en immobilier, dont la thématique est le recyclage urbain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire ? Totalement. On peut voir l'immobilier comme on voit en économie circulaire l'économie, avec des flux, des stocks et des matières premières finissables. Si on regarde l'immobilier comme sous l'angle de l'économie circulaire, il y a une matière première qui est finissable, qui est limitée. C'est le mètre carré non artificialisé, le mètre carré naturel. Et donc le mètre carré bétonné, on peut le voir comme une ressource déjà consommée, qu'il faut essayer de réutiliser, de recycler, d'optimiser l'usage. Et c'est sur ça que s'est basé tout ce mouvement d'ailleurs du recyclage urbain, dont Novaxia a été et est toujours un des acteurs. Et aux côtés d'autres acteurs immobiliers, la conception a été de dire, à partir d'un immeuble de bureau vide, et Vincent, dans le premier épisode, je crois, en parlait, eh bien, quand on a des bureaux vides, on peut en faire d'autres choses. Alors, soit on peut les rénover, s'il y a une demande de bureaux ou de locaux d'activité, mais on peut aussi les transformer ou les recycler en logement. On peut aussi, le temps d'obtenir le permis de construire, eh bien, faire énormément de choses. En moyenne, en Île-de-France, c'est 2 ans pour obtenir un permis de construire sur un bureau vide. Si jamais le plan local d'urbanisme le prévoyait mais ne l'a pas encore acté, ça peut être encore plus long. Alors justement, je voudrais faire un focus sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a un constat qui est clair, qui est qu'il y a un excédent de bureaux, notamment en Île-de-France. Oui. Il y a un deuxième constat qui est clair, qui est que sur le parc logement, la France est dans certaines zones, à nouveau en Île-de-France, en difficulté parce qu'on n'a pas assez de logements. Oui. Donc finalement, la proposition de valeur est tellement claire qu'on se demande pourquoi ça ne va pas plus vite. Est-ce que tu as un avis là-dessus ? J'ai plusieurs avis. Oui, je pense qu'on a identifié. Une mairie aujourd'hui n'a pas forcément l'intérêt de ne plus avoir ces bureaux sur lesquels elle peut parfois prélever une taxe, même vide, et avoir des logements qui vont être peut-être, pour certaines mairies, un centre de coût, un changement même de la population et donc peut-être des électeurs. Et donc, on a besoin de mairies et donc d'électeurs qui votent aussi pour des maires qui veulent transformer ça. Tu disais quelque chose, la proposition de valeur est claire, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Il y a des bureaux vides, il y a une demande de logement. Pourquoi on ne fait pas des logements à la place des bureaux vides ? Mais on pourrait aller plus loin. Que vaut un immeuble bas carbone, construit en bois, vide ? Il vaut, du point de vue environnemental, c'est une matière première qu'on n'a pas utilisée, qui a consommé de la matière. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir un immeuble de bureau peut-être pas le plus green, optimisé en usage, qui est utilisé par des associations le week-end, le soir, en logement, etc. Ou un immeuble très green, très vert, mais qui est vide. L'idéal, ce serait le meilleur des deux mondes. Mais je pense qu'on peut aller plus loin en disant un bureau vide, c'est une ineptie et il faut absolument pouvoir en faire quelque chose. Et alors, j'ai une question peut-être pas évidente à répondre, mais vu que tu as fréquenté les pouvoirs publics aussi, si tu étais finalement décideur, quelle décision tu prendrais pour accélérer ce changement ? Première décision, je pense qu'il faut plus de transparence aussi. Combien de mètres carrés de bureaux vides il y a-t-il ? D'accord, donc commencer par quantifier pour avoir une visibilité claire sur le parc. Oui, communiquer, parce qu'en tant que potentiel ministre dans ce scénario, il faut faire comprendre aussi la situation. Dans certaines mairies en Île-de-France, les chiffres sont publics, publiés par JLL. Certaines mairies d'Île-de-France
ont un stock de bureaux vides qui est vide à 70% depuis plus de 3 ans. Donc ça veut dire que ce stock, il va peut-être rester encore un peu vide. Donc faire comprendre ça et ensuite engager un dialogue avec les mairies. Et beaucoup de mesures ont déjà été identifiées par Robin Rivaton, par Vincent Pavanello, pour faire des choses qui permettent de compenser le manque à gagner et en même temps de répondre à l'intérêt général. Oui. Donc vous êtes passé d'un fonds, j'ai vu sur ton profil, d'une vingtaine de millions à plus de 600 millions. Donc c'est vraiment un produit dont la thématique, on va dire, a rencontré un public sur la partie collecte et investisseurs. Une production de plus de 33 000 logements. Je me posais la question de est-ce que la trame d'un bureau fonctionne nécessairement pour un changement de destination en habitation ou est-ce que parfois il est nécessaire de démolir pour reconstruire ? Il est parfois nécessaire de démolir. Dans mon souvenir, une fois sur deux, il vaut mieux déconstruire ou démolir l'immeuble de bureau. Parce que quand on parle de bureau vide, on imagine peut-être l'immeuble de bureau vide flambant neuf de la Défense, qui est vide à 10%, 15%, des fois un peu plus selon les périodes. Mais des bureaux vides, c'est aussi des locaux qui sont très inefficaces d'un ou deux étages et qui vont être assez étalés dans des parcs d'activités, par exemple. Et ces bureaux-là, c'est extrêmement difficile, effectivement. Le meilleur type de bureau, mais en fait de bâtiment réversible, c'est l'haussmannien, qui a d'ailleurs été conçu un peu pour cette mixité d'usage. D'accord, super. Écoute, merci pour toutes ces informations. Dans cette expérience, tu as eu l'occasion de fréquenter des conseillers financiers, donc des conseillers en gestion de patrimoine, des banquiers privés ou des assureurs vie, ce qui t'a permis aussi de voir un peu quelle typologie de besoins métiers, de logiciels était intéressant de développer pour eux. Et j'ai l'impression que c'est un peu les prémices de ton projet FeedGen AI, puisque c'est un assistant IA dont tu vas nous en parler un peu plus. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter ton nouveau projet d'entreprise, puisque ça date d'un peu moins d'1 an et tu as déjà rencontré quand même le marché, puisque tu as déjà un certain nombre de clients, il me semble plusieurs centaines actuellement. Donc, on serait très curieux d'en savoir un peu plus sur cet outil. Et effectivement, alors FeedGen AI, c'est des assistants IA spécialisés en finance et en patrimoine pour le contexte fiscal, juridique français et qui vont assister donc les acteurs de l'épargne, de l'investissement. De quoi ça part ? Ça part d'une expérience personnelle. Il y a quelques années, j'ai la chance de passer en banque privée. J'étais auparavant pas en banque privée, mais plutôt chez un acteur bancaire où j'avais face à moi des personnes qui surtout n'avaient pas le temps de répondre à mes questions, qui savaient peut-être la réponse, mais qui n'avaient pas le temps, et donc plein de réponses inabouties. J'ai la chance de passer en banque privée, je découvre un nouveau monde. Je découvre un monde où des personnes sont des ingénieurs patrimoniaux, ont de la connaissance et ont du temps pour m'écouter, mais aussi me proposer des schémas d'ingénierie patrimoniale, des schémas d'investissement immobilier, qui existent, qui n'obligent absolument pas de partir de la France et qui permettent d'optimiser son patrimoine et de répondre aussi à ses propres objectifs. Donc un schéma d'ingénierie patrimoniale, concrètement, c'est je suis un particulier, je dispose d'une épargne, supposons de 50 000 euros que je souhaiterais allouer. Quels conseils pouvez-vous me donner en fonction de mes objectifs ? Soit de préparation de la retraite, soit de revenus complémentaires, par exemple. C'est exactement ça, avec, par exemple, la structuration d'une holding ou une SARL de famille, si les objectifs sont une gouvernance dans la famille, ou si c'est une question de transmission, si j'avais des enfants, etc. Et donc, notamment pour l'immobilier, c'est extrêmement intéressant d'avoir ces personnes expertes de l'ingénierie. Et au même moment, je me souviens très bien, c'était à Opéra, à Paris. J'étais encore un peu estomaqué de ça, et venait de sortir ChatGPT en version grand public. Le modèle 3.5, qui faisait une erreur quasiment une fois sur deux en fonction des questions, mais tout de même, moi, ce qui m'avait fortement frappé, c'est qu'une fois sur deux, ça avait raison. Et pour des questions extrêmement variées, pour autant. Et donc, ça m'intéresse. Un peu geek sur les bords, je m'y intéresse encore plus. J'ai la chance d'aller même rencontrer Yann Lequin, l'un des pontes français d'ailleurs de l'IA générative et des modèles neuronaux. Je vais à sa rencontre et au fur et à mesure, je dépose mes congés pour aller dans des séminaires, pour aller écouter. Je ne suis pas un expert technique de l'IA, mais je pense que je vois comment appliquer ça. Oui, puisque quand tu t'es lancé sur ce sujet, tu n'avais pas de background technique. Du tout. D'accord.
du tout. Et ce que je vois, et c'est ce qui fait naître Fidgen AI, c'est qu'en mélangeant deux choses, de la connaissance bien humaine, avec le droit, la jurisprudence, des techniques aussi de gestion patrimoniale, et une technologie qui devient de plus en plus forte, à qui on peut doter aussi, des nouveaux outils, eh bien, en mélangeant les deux, on fait un assistant d'IA qui va peut-être, ce que j'espère, permettre à toutes les personnes qui sont conseillées ou qui veulent se conseiller, eh bien, d'avoir accès à de la ressource fiable, personnalisée, extrêmement rapide, sur toute la finance et le patrimoine. D'accord, donc concrètement, c'est une forme d'encyclopédie où on peut mettre une requête exactement comme sur ChatGPT et avoir un retour sur une question assez précise. Alors moi, peut-être une question sur l'intelligence artificielle que vous avez développée. Finalement, comment est-ce qu'elle fonctionne en fait par rapport à des outils mass market? Quelle est la différence en fait avec ces outils où je pourrais poser une question assez similaire? Alors, il y a différentes briques. La première, c'est qu'on utilise, nous, différents modèles d'IA. On le sait peut-être pas, mais derrière ChatGPT ou OpenAI, il y a en fait tout un tas de modèles différents. Chacun a ses spécificités fortes. Certains vont être plutôt forts en recherche d'informations sur Internet, etc. D'autres en rédaction. Donc, on va utiliser différents modèles, ce qu'on appelle un système multi-agent, où à la requête, l'utilisateur pose sa question, et en fait, derrière, vous allez avoir jusqu'à 20 IA, comme 20 requêtes de ChatGPT, mais qui vont interagir entre elles. Vous avez une équipe d'IA qui est en train de réfléchir à votre cas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on lui donne des ressources vérifiées par des humains qui rédigent une encyclopédie Fidgen qui vient alimenter ces assistants IA. D'accord. Qui vont savoir, par exemple, le débat sur le pacte du trail si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez transmettre votre entreprise. Et ce type de données donc, n'est pas accessible sur un outil de type ChatGPT? Non, elle n'est pas accessible parce que ChatGPT n'est pas forcément connecté. Alors, au fonds immobilier, par exemple, demander à ChatGPT de comparer différentes SCPI, ChatGPT va avoir différentes informations, mais elle ne saura pas bien détecter le patrimoine immobilier de ces SCPI, qui ont des mouvements tous les trimestres qu'on peut voir dans leur bulletin. Et donc, elle a des limites, parce qu'elle n'est pas spécialisée là-dedans. Là où on peut aller beaucoup plus vite, c'est si on a fait un travail avec de l'IA, côté Fidgen, de créer une base de données avec toutes les données à jour des SCPI, eh bien, Fidgen, d'un coup, devient un assistant IA qui a à sa disposition une base de données exceptionnelle. D'accord. Donc vous, finalement, votre valeur ajoutée, c'est ce que tu me disais lors de la préparation de cet échange, c'est d'avoir cette forme d'intelligence, de contenu additionnel que vous allez alimenter auprès de votre IA, qui finalement repart sur les tuyaux, enfin vous utilisez les modèles d'IA existants et vous rajoutez cette couche d'intelligence qui vous permet d'avoir une information plus qualifiée en termes de réponse. Plus qualifié totalement, qui va leur faire donc gagner beaucoup de temps à tous nos clients, qui sont des professionnels du conseil financier, et intégrer aussi dans leurs outils. Pour être encore plus concret, l'un de nos clients, par exemple, va se connecter ce matin, il va avoir une newsletter personnalisée, y compris pour ses clients par rapport aux produits sur lesquels il est convaincu. Il va pouvoir enregistrer la discussion qu'on serait en train d'avoir et collecter automatiquement l'ensemble des données. D'accord. Et ensuite avoir ces assistants IA qui vont travailler. Et donc en termes d'application, donc on a parlé du sujet de l'ingénierie patrimoniale. Donc j'ai tant d'épargne, j'aimerais suivant tel objectif. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que tu as identifiées parmi tes premiers utilisateurs? Oui, il y en a beaucoup. D'ailleurs, on en découvre au fur et à mesure des retours. Alors je ne citerai pas son nom, a écrit un livre, nous a-t-il dit, pour les experts comptables et l'ingénierie patrimoniale. Je ne sais pas s'il est publié ou pas, il faudrait que je lui demande. Donc ça, c'est un des usages, parce qu'avec des réponses beaucoup plus expertes, on peut en faire ça. Deuxième chose, vous êtes un jeune cabinet en gestion de patrimoine, vous venez de vous lancer, vous êtes donc entrepreneur, mais vous n'avez, comme des entrepreneurs qui se lancent, pas forcément beaucoup de moyens. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, avec Fidgen, ils vont enregistrer, faire leur communication, avoir les questions d'ingénierie patrimoniale et faire même jusqu'à une allocation pour chaque cas client à partir de leur conviction. D'accord. Donc, quand tu dis enregistrer, c'est enregistrer le rendez-vous avec le client. Parce que je me posais la question justement de... Finalement, est-ce qu'un particulier pourrait lui-même utiliser l'outil, ce qui serait un peu les prémices, on va dire, d'un chamboulement du secteur? Parce que si les gens sont en capacité d'envoyer leurs propres requêtes et d'avoir leur retour,
quel est l'avenir du conseiller financier. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que le conseiller va être remplacé? Oui. Alors, je ne crois pas qu'il va être remplacé. Je pense que effectivement, la part du direct de la population aussi qui va de plus en plus s'éduquer et gérer elle-même l'ensemble de ses finances va augmenter. Hmm. Ma conviction, c'est qu'il restera une grande majorité des personnes qui vont rester conseillées. Et j'en fais partie. Pourquoi? Je savais, avant d'aller dans cette banque privée, qu'il fallait que je crée une holding. Hmm. Je savais qu'il fallait que j'ouvre une assurance vie. Pourtant, je ne l'ai pas fait. Parce que le conseil, c'est pas seulement d'avoir la connaissance, l'intelligence analytique, c'est aussi de savoir coacher la personne, l'écouter, et aussi lui poser des questions qu'elle ne sait elle-même pas poser. Et l'amener à y répondre, ou à même construire ses réponses. D'accord. Et donc, même en direct, et au fond, ça existe déjà un peu, même si c'est moins développé, de plus en plus de particuliers utilisent ChatGPT. Et nos clients nous disent, face à moi, j'ai des clients qui ont demandé à ChatGPT, qui leur a dit, n'investis pas là-dedans, par rapport à ce que tu m'as dit. Oui. Et là, il faut qu'ils expliquent, avec une intelligence encore supérieure, artificielle, pourquoi, dans le détail, chaque point soulevé n'est pas forcément juste sur la base de la réglementation, par exemple. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que finalement, cette IA n'a pas forcément la science exacte et que parfois, une intervention humaine, à la fois pour rectifier le tir ou pour aussi donner une forme de coaching et d'énergie, d'élan pour se lancer, il y a toujours une valeur ajoutée importante à avoir des conseillers financiers. Totalement, il y a même la mémoire relationnelle. Je vous donne un exemple. On a fait un test qui m'avait beaucoup marqué lorsqu'on développait ces systèmes multi-agents, FIDGEN. Le conseiller financier qui l'utilisait en bêta-test avait un client qui avait un joli patrimoine et qui voulait investir en immobilier. Et par rapport à sa situation complexe, des enfants, des SCI, une entreprise, etc., il fallait déterminer le meilleur schéma. FIDGEN a donné la réponse en comparant 4 scénarios. Le meilleur scénario était notamment de faire de l'investissement locatif, en direct, dans une localisation qu'il aimait. Le conseiller a dit, c'est effectivement la meilleure du point de vue fiscal, mais ce client ne le fera jamais. Pourquoi? Parce qu'il avait essayé il y a 10 ans, il avait eu un énorme problème, et depuis, ça lui provoque même des sentiments mitigés dès qu'on lui parle de gérer en direct ses investissements locatifs. Et il savait la réaction, il a quand même proposé, etc. Et forcément, le client n'a pas voulu aller là-dessus. Et donc, savoir quelle est la meilleure solution de manière analytique n'est pas forcément la meilleure solution pour la personne. D'accord. Donc, c'est ce que tu appelles l'intelligence de mémorisation, c'est ça? Oui, c'est la mémoire. Alors, les IA aujourd'hui, même grand public, ont de plus en plus cette capacité à retenir les conversations. Mais ce sera bien difficile pour ChatGPT de savoir où la personne s'est mariée, quelles ont été ses angoisses lorsqu'elle s'est lancée, etc. Parce qu'on a encore, et heureusement, tous ces conseillers qui sont dans ça. Peut-être une autre histoire que je voulais raconter qui m'avait beaucoup frappé lors des premiers développements. Lorsqu'on a lancé FIDGEN AI, on a failli l'appeler Mouvement 37. Alors pourquoi Mouvement 37? On a abandonné parce que personne n'allait comprendre, effectivement. On s'est dit, Mouvement 37, c'est quoi? Alors pour moi qui étais un peu obsessionnel de ce sujet, j'étais là, mais comment vous ne connaissez pas le Mouvement 37? Alors Mouvement 37, je m'explique. Ce sera peut-être la seule fois d'ailleurs. On devait s'appeler Mouvement 37 parce qu'en 2016, AlphaGo de Google DeepMind bat Lee Sedol, un grand champion de joueurs de jeux de Go. Et à ce Mouvement 37 qui a son histoire, et je pense encore sa page Wikipédia, où l'intelligence artificielle a inventé quelque chose que tous les experts humains pensaient être complètement fou folle comme décision. Pourtant, ça s'est révélé réinventer même le jeu de Go, réinventer même la victoire de cette IA face à ce joueur, parce que le Mouvement 37 a renversé l'équilibre, alors que tous les humains, depuis des millénaires, pensaient qu'il ne fallait pas faire ça. Et on s'est dit, nous, on va essayer, à notre échelle, d'être le Mouvement 37 de la gestion patrimoniale. D'accord. Et ma conviction profonde, c'est que il y aura des mouvements 37 dans tous les secteurs. On peut imaginer, et c'est déjà possible, là je ne parle pas de choses où ça pourrait arriver, il est déjà possible,
avec un peu de travail, en quelques semaines, d'inviter en comité d'investissement une IA spécialisée sur votre politique produit, sur l'analyse immobilière. Qui permettrait de challenger les hypothèses qui sont prises par des personnes. Exactement, et qui peut-être, j'en suis convaincu, fera des réflexions qui peut-être pourraient renverser la décision de plus en plus. Donc concrètement, tu lances l'enregistrement et il a la possibilité de donner son point de vue sur le comité d'investissement. C'est exactement ce qu'on est en train d'essayer avec une société gestion. Ok, bah c'est super intéressant. Je vois quand même parce que nous, avec Darwin, on travaille aussi avec des CGP. On en a une centaine aujourd'hui qui sont partenaires. Je vois quand même qu'il y a deux types de conseils financiers. Des personnes qui finalement se reposent sur un réseau de très long terme, des relations de proximité et qui ne sont pas forcément enclins à changer leur méthode de travail. Et cette nouvelle génération qui, elle, a envie d'être présente sur le digital, qui a envie de prendre le pli de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que l'IA, justement, avec le niveau de documentation qu'on peut avoir aujourd'hui pour donner des conseils, va créer une rupture dans cette industrie sur ceux qui ont pris le pli ou non? Je suis convaincu de ça. On le vérifie déjà avec les retours des clients. En moyenne, là, on a fait tout un tas de sondages entre juin et juillet, après quelques mois de déploiement. C'est une journée par semaine qui est gagnée. Et c'est facile à percevoir. Le bilan patrimonial avant FIGEN, vous aviez un logiciel que les conseillers expérimentés connaîtront. Et ce logiciel vous prend minimum 5 heures à remplir. Parce que vous avez toutes les petites cases à faire. Et puis si jamais vous avez fait une erreur, aïe, il faut tout refaire. Avec l'IA, tout le monde en a fait l'expérience. Vous expliquez naturellement. On a fait tout le travail de comprendre si vous utilisez des mots. Et donc, d'un coup, ils peuvent interagir rapidement et faire un bilan patrimonial en quelques minutes. Première chose. Deuxième chose, tout ce temps gagné, qu'est-ce qu'ils en font? L'un de nos premiers clients, tout premier, je m'en souviens très bien, en janvier, on lui dit alors, vous avez conseillé combien de personnes avec, etc. Il dit alors, j'ai conseillé énormément de gens, mais des gens que je ne conseillais pas forcément autant sont les prospects. Des gens qui m'appellent, qui me racontent tout de suite. Et avant, je notais beaucoup de choses à la main. Et ensuite, il fallait que je réfléchisse avec tout ce que je peux leur proposer. Et puis que je rédige. Désormais, il a FIGEN à côté. Il propose d'enregistrer. Et ça va lui faire des propositions sur la base de ses propres convictions produits, de tout ce qui est proposable. Charge à lui de l'amener, d'écouter et de modifier. Super, écoute, on va essayer de faire quelque chose d'assez inédit. Oui. Habituellement, je pose la question à mes invités de si toi, tu avais 1 million d'euros à investir en immobilier, comment est-ce que tu la louerais? Oui. Je te propose de plutôt poser la question à FIGEN et en voir ce qu'elle va nous sortir comme résultat. Comme ça, on aura un test grandeur nature. Très volontiers. On va faire ça tout de suite. Allez, c'est parti. La magie du direct. On a donc FIGEN AI. Ouais. Et donc la question, c'est... toi, Vincent, qui a une grosse expérience dans l'investissement à l'immobilier, le conseil financier. Si tu avais 1 million d'euros à investir en immobilier, comment FIGEN, finalement, te proposerait de la louer? Alors, j'ai posé la question et la réponse qui m'a d'abord été donnée, en très bon professionnel du conseil patrimonial, c'est mais quels sont tes objectifs avec cet investissement? D'accord, donc intéressant. Il ne t'a pas répondu directement, mais il a essayé de qualifier la question. Effectivement, alors comme il a quand même différentes informations, là, en tant que professionnel du conseil patrimonial, moi j'ai une conviction, ESG notamment, on en a parlé. Et donc il m'a dit, est-ce que c'est d'orienter sur l'investissement durable ou d'optimiser l'investissement en termes de rentabilité? J'ai donc expliqué l'ensemble de mes objectifs et je lui ai répondu. Alors, on a une page ensuite extrêmement longue qu'on pourra même montrer si ça intéresse les personnes qui regardent. Oui. Mais je vais la résumer en 4 points. Il m'a proposé sur 1 million d'avoir une diversification très, très, très bien. Première chose, il me propose de mettre 400 000 euros sur des bureaux ou locaux d'activité proches de hubs. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a parlé notamment d'intelligence artificielle et il souhaite mettre 400 000 euros et il me propose de le faire pour aller capter aussi les croissances et les gains de productivité qui vont être sans doute faits dans tous ces hubs. Et alors, c'est quoi un hub? Qu'est-ce que tu comprends de ce qu'est un hub dans... Oui, ça va être un pôle urbain très connecté
vous avez déjà des cerveaux bien humains, avec des institutions culturelles, certes, mais aussi éducatives, des pôles de recherche, et aussi des entreprises qui vont avoir non seulement des centres de R&D, mais des locaux et des bureaux qui vont donc être en activité. Ok. Tout ça interconnecté, d'où ce nœud grâce au transport. Ok. Première chose donc, un placement plutôt sûr, ici plutôt long terme. Il me propose par ailleurs d'investir ça via des SCPI. Ça tombe bien, on a désormais des assistants SCPI. Deuxième chose qu'il me propose, c'est de mettre 400 000 euros sur tout ce qui est plus-value à terme. Donc là, on n'est pas sur du rendement, on est plutôt sur du value-add. Et il me propose 400 000 euros plutôt soit sur du logement que je vais pouvoir rénover, soit, et il me connaît bien, sur du recyclage à terme. Donc bureau loué, mais qui pourrait être recyclé à terme en logement. D'accord. Ou alors logement que je peux rénover. Et donc, cette deuxième partie en investissement direct ou au travers des fonds? Alors là, il me propose plutôt des club deals D'accord. pour aller sur cette thématique. Donc, effectivement, sur un investissement à 1 million d'euros, tu es éligible au club deal, parce qu'en général, il y a beaucoup de club deals qui commencent à 100 000 euros. Alors, ça commence à se démocratiser avec des tickets plus faibles, mais la grande porte d'entrée reste les 100 000 euros. Donc, tu es assimilé professionnel de l'investissement et tu as accès à ces club deals. Totalement. Et ensuite, c'est là l'une des parties les plus rigolotes. Il essaye un peu son mouvement 37. Il propose d'abord 200 000 sur un play, comme on dit, à l'Est. Il m'écrit un play à l'Est. Le play à l'Est, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller voir des zones de logistique sur l'Europe de l'Est, en zone euro, pour les risques de change notamment. Et donc plutôt logistique en Europe, donc activité logistique Europe de l'Est. D'accord. Là, on est plutôt sur du plus risqué, mais peut-être aussi plus de rendement potentiel. Donc, c'est sa version de te proposer finalement une petite allocation un peu plus risquée, mais potentiellement avec plus de performance. Oui, D'accord. exactement. Exactement. Et là, toujours via les SCPI que nous avons entièrement scannés. Alors, moi, j'ai quand même une réserve sur la première proposition. Qui est d'investir dans du bureau, notamment SCPI. Oui. Aujourd'hui, on voit quand même que les SCPI les moins diversifiées sont celles qui ont été impactées le plus par le retournement de marché qui a eu lieu récemment. Oui. Qu'est-ce que tu en penses finalement? Je pense qu'effectivement, il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Il faut avoir ensuite l'analyse fine. Typiquement, investir dans une SCPI, eh bien, ça peut avoir du bureau, mais on le voit d'ailleurs, toutes les jeunes SCPI ont du bureau, mais aussi beaucoup de locaux d'activité, logistique, se diversifient aussi dans des institutions éducatives dans d'autres pays. Et on voit que ça peut effectivement être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus résilient à terme. D'accord. Et aujourd'hui, cette réponse pourrait directement être actionnée auprès du client. Alors, il restait quand même, sauf si les calculs sont mauvais, 400 000, 200 000, on est bon. Et il restait une proposition dernière, au-delà du play à l'Est. Il me disait, mais plutôt sinon, 200 000 euros en direct, dans un tiers-lieu solidaire, en France, dans une zone délaissée. Et il me dit, est-ce que ce ne serait pas ça qui a plus de valeur à terme? D'accord. Voilà. Donc, il joue un peu sur le côté affinité ESG que tu lui as décrit. Exactement. Pour te proposer une allocation en lien avec ça. Effectivement, peut-être plus risqué cette fois sur le plan du rendement et de la performance financière, mais beaucoup plus à haut rendement sur le plan des valeurs et de l'impact. D'accord. Et effectivement, il t'a proposé assez peu d'investissements en direct. Oui. Pour quelle raison? C'est plus facile d'aller scraper finalement les fonds immobiliers parce qu'on investit presque en ligne et puis les choses sont faites? Ou est-ce que tu vois autre chose? C'est aussi de tout ce que j'ai pu dire sur moi, où effectivement, moi, je ne suis pas forcément le plus friand de beaucoup de club deals. Oui. Donc là, c'est plutôt mes préférences à moi. D'accord. Si j'étais conseiller en gestion de patrimoine et que je proposais avant tout des club deals immobiliers, et je disais que je ne propose pas de SCPI. Ça n'aurait pas proposé aucune SCPI. Là, on est sur un champ très très large, avec moi la mémoire de mes... Donc il a mémorisé ton historique pour te proposer quelque chose de qualifié, pas uniquement suivant la réponse à ta question, mais aussi
le bagage que tu as embarqué de toutes les discussions que tu as eues avec lui. Oui, on a les préférences du cabinet et aussi les réponses qu'on a pu donner lors des échanges de personnalisation. Ok, je comprends. Ça me fait une transition. Merci beaucoup pour cette allocation. Donc, trois investissements super intéressants. Et du coup, ça me fait une transition sur ce côté finance responsable. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on dit de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle pollue énormément. Tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur dans un projet d'intelligence artificielle. Oui. Tu prônes le fait que tu aies une affinité avec le sujet ESG et finance responsable. Est-ce que c'est pas antinomique ? C'est la grande question, bien sûr. Alors, je disais que j'aime bien parler avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord et forcément, je ne me suis pas fait que des amis dans mon entourage en parlant d'intelligence artificielle. Pour autant, mes convictions sont là. Premièrement, dire que l'IA ne va pas consommer, ce serait faux. Ça consomme, et aujourd'hui, ça consomme beaucoup. Et ça donc participe à des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, si on s'arrête là, toute activité économique peut en produire. Qu'est-ce qu'on fait avec ? C'est ça, moi, la question qui me passionne. Premièrement, si grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire un meilleur conseil en investissement, simplifier la fiscalité, la réglementation et faire que l'adéquation entre cette épargne des Français qui est extrêmement élevée, qui est plus importante d'ailleurs en termes de taux d'épargne que le reste de l'Europe, eh bien, soit investi dans des choses qui leur correspondent à chacun individuellement. Première chose, je pense que ça vaut le coup. Mais du coup, est-ce que l'IA, c'est pas plus polluant que ça apporte des solutions concrètes pour quelqu'un qui a ce genre d'affinité sur la finance responsable ? Ça dépend ce qu'on en fait. J'ai pu écrire des articles sur la consommation des data centers avant même l'ère de ChatGPT. Pour autant, j'utilisais Internet. J'ai pu être engagé activement contre l'obsolescence programmée des téléphones. J'ai un téléphone. Est-ce que je suis en contradiction cognitive permanente ? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut essayer de faire des choix différents. Par exemple, en utilisant plus Mistral, la société française sur l'intelligence artificielle, qui va aussi faire plus de publications sur son empreinte environnementale. Donc, première chose, on peut consommer en orientant ses choix. Et deux, tout dépend de ce qu'on en fait. Si c'est pour essayer de chercher de nouveaux traitements, comme ce qui est fait aujourd'hui par les principales sociétés d'intelligence artificielle, je pense que ça vaut le coup. Des nouveaux modèles météorologiques. Et je l'ajoute, le conseil financier, on est sur l'un des principaux leviers de l'économie qui est sous-mobilisé. Il y a une partie qui est mobilisée, les impôts, c'est mobilisé, et une énorme partie de l'épargne qui, elle, n'est pas mobilisée vers des objectifs. Et je pense que la majorité des gens n'ont pas encore la capacité d'être accompagnés, mais j'espère que ça va changer. Alors ça, c'est sur la partie, on va dire, empreinte environnementale. Et après, donc, dans le ESG, il y a aussi le S, sur le plan social. Il y a une théorie, on va dire, de pas mal d'acteurs du marché qui sont dans l'intelligence artificielle et qui ont une vision un peu maximaliste de l'outil, de la machine, disant, en fait, cette fameuse disruption dans chaque industrie va contracter le besoin de personnes, donc de collaborateurs, de salariés qui travaillent le sujet. Est-ce que l'intelligence artificielle va mettre des gens au chômage dans cette industrie, réduire le nombre de personnes dont on a besoin pour potentiellement les requalifier vers d'autres industries ? Alors, je pense qu'on peut même parler au présent sur ces sujets. Il y a beaucoup de discours, effectivement, mais c'est déjà là. Je vais en donner des exemples. Est-ce que cette révolution technologique va changer des emplois ? La réponse est oui, elle en change déjà. Est-ce qu'elle en supprime ? La réponse est oui aussi. Certaines activités sont moins nécessaires. Est-ce que ça en crée ? Je pense aussi que oui, comme toute nouvelle évolution technologique. Maintenant, pour être plus concret, chez Fidjan AI, on est 5 développeurs informatiques. Pour avoir 5 développeurs informatiques, on a fait passer des tests dans le monde entier. On a effectivement beaucoup de développeurs informatiques très seniors qui n'utilisent plus ou pas du tout l'IA. Ils ont commencé au début, quand ça a commencé à généraliser, ils se sont dit que ça ne marchait pas bien, et ils l'ont arrêté. Ils codent très bien à la main, mais ils codent beaucoup moins que nos développeurs. Est-ce que ces métiers sont à risque ? Et je prends à dessein les développeurs informatiques
qu'on ne penserait pas les plus menacés, je pense que les développeurs informatiques, comme d'autres métiers qui ne vont pas s'y mettre, sont déjà menacés. Alors bien sûr, ça reste naissant, les nouveaux acteurs sont là au balbutiement, mais c'est déjà en train de changer la chose. D'accord, donc ce que tu dis, c'est que les personnes qui ne vont pas prendre le pli vont être impactées, mais celles qui vont finalement s'outiller, apprendre, se former, ont une opportunité, et c'est pas les métiers les plus évidents qui ont un risque de disruption. Du tout. C'est les métiers qu'on pensait parfois même le moins disruptables. Je me souviens dans mes activités de conseil, dans un grand cabinet de conseil, on disait ça c'est pas très disruptable parce que très haut niveau de connaissances logiques, etc. Pourtant, on voit que justement c'est totalement disrupté. Donc oui, ça menace des emplois. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut l'arrêter? Est-ce qu'on peut même l'arrêter? Je pense pas. Par contre, si on se force à se demander qu'est-ce que je peux faire de plus par rapport à mes objectifs, transformer, on a parlé d'association. Qu'est-ce que je peux faire avec l'IA pour une association? Je vais vous donner une réponse qu'on a faite bénévolement. On a développé des assistants IA pour une association reconnue d'intérêt général et d'utilité publique en France. Cette association a pu produire toute une plaquette pour aller parler à des conseillers financiers sur l'intérêt à la fois fiscal de faire des dons, mais en même temps avec tout un discours commercial. Cette plaquette, elle était en projet depuis des années. Parce qu'il fallait mobiliser d'autres types de bénévoles qui n'avaient pas forcément le temps. Et ben d'un coup, cette association, elle a pu faire cette plaquette et elle a même eu un don suite à ses actions, à elle, bien humaines, pour les convaincre. D'accord. Et en tant qu'entrepreneur dans l'IA, quand tu vas voir des clients pour leur proposer ton outil et qui ont des craintes ou des réserves, quelles sont les réserves qu'ils peuvent avoir sur ton outil? L'une des premières réactions que j'ai eues en lançant Feedgen, lors des premières démonstrations, je me souviens très bien, une femme s'est écriée pendant que je montrais la génération, mais on va disparaître. Et moi, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce qu'il dise c'est génial. Et donc, la première réponse que je lui ai donnée, c'est mais pas du tout. Et c'est un peu comme ça qu'est née ma réflexion sur mais au fond, on a besoin de conseils, je le savais moi-même. Ma réponse maintenant, c'est de dire essayez. Vous allez voir que ça va vous aider et qu'il y a toute une partie de votre travail, souvent d'ailleurs, pour laquelle vous êtes lancé. On ne s'est pas lancé pour remplir des formulaires administratifs quand on est conseiller financier, conseiller en gestion de patrimoine. Et donc, je leur dis, essayez, vous allez voir que ça va vous recentrer souvent sur votre objectif en immobilier, par exemple. Une société immobilière qui va adopter l'IA, elle va s'apercevoir, bien sûr, que ce n'était pas remplir des Excel. Pour ça qu'on aime l'immobilier, c'est pas pour l'Excel. Oui, je comprends. On arrive assez à la fin de l'épisode. Oui. Peut-être pour conclure, je suppose que tu suis en permanence les nouveautés qu'il y a dans cet outil et dans les nouvelles technologies. On voit que ChatGPT sort des fonctionnalités à une vitesse phénoménale, et même ses concurrents d'ailleurs. Du coup, vers quoi on se dirige? Déjà aujourd'hui, j'ai l'impression que sur, par exemple, l'image, la vidéo, les réponses, on est de plus en plus précis, de plus en plus qualifiés. Oui. Comment est-ce que tu vois les 10 prochaines années? Est-ce qu'elles vont bouleverser les métiers du tertiaire? Est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Alors, j'ai un point de vue déjà sur les 10 prochains mois. Je pense que c'est déjà en train d'être chamboulé. D'accord. Et les métiers du tertiaire, c'est un raz-de-marée aujourd'hui quand même. Tous les métiers cognitifs, on voit les acteurs dans tous les secteurs, dans le domaine médical, légal, conseil financier, immobilier, des nouveaux acteurs qui ont des taux de croissance jamais vus grâce à cette augmentation par l'IA. Donc sur les 10 prochains mois, je pense que la tendance va augmenter, qu'on voit des sociétés dans le monde qui ont des taux de croissance donc incroyables. Maintenant, sur les 10 prochaines années, je pense qu'il y a un autre raz-de-marée qu'on voit pas trop venir et qui, avec la conjonction de l'IA, va la disrupter même l'économie et ses structures, c'est la robotique. Lorsque vous avez l'IA qui est en train de disrupter des métiers de col blanc et des robots humanoïdes qui peuvent faire des tâches dans des espaces qui n'étaient pas initialement adaptés pour des robots, mais pour des humains, notamment des tâches manuelles dans des usines, vous avez quelque chose qui est un nouveau monde qui est en train de se créer. Quelle sera la place de l'humain? Et là, il y a plein de débats. Est-ce que ce sera une réduction du temps de travail? Je ne crois pas du tout. Je crois au contraire qu'on va avoir des acteurs qui vont être de plus en plus concentrés, puisque ça demande énormément de capitaux, tant l'IA que la robotique, et qu'on va vers une concentration générale de pouvoir chez quelques acteurs.
et tout un débat de société Oui. s'ouvre. Oui, c'est vrai que sur ce sujet de la robotique, il y a eu une actualité que je trouvais intéressante récemment, c'est ChatGPT, enfin OpenAI, Oui. qui est la maison mère, qui a investi dans l'équipe qui a été à l'initiative de l'iPhone Oui, pour justement pousser ce côté, maintenant qu'on tient la version software, comment on réinvente le hardware. Aujourd'hui, le hardware, c'est un ordinateur, un téléphone, pour qu'on puisse avoir un outil dédié aux intelligences artificielles. Ce qui veut dire que la tendance va vers le sujet de la robotique, le sujet des produits qui vont eux aussi évoluer. oui, on a quelque chose aussi qui va arriver, c'est la généralisation de l'intelligence artificielle partout, grâce à des petits modèles locaux qui consomment d'ailleurs beaucoup moins d'énergie et qui ne sont pas forcément connectés à Internet. Vous voyez de plus en plus de hardware, de capacités de calcul qui deviennent puissantes pour faire tourner ces petits modèles. Et je pense qu'on va aller vers tout un tas d'appareils qui vont vous faire tourner vos assistants sans même se connecter. Donc pour des questions de sécurité, de confidentialité des données, il y aura sans doute plein d'autres manières de hacker tout ça. Mais pour l'instant, ça paraît beaucoup plus sûr d'avoir son modèle en local qui tourne plutôt que d'être dans le cloud. Alors peut-être pour le petit mot de la fin, parce qu'on a parlé de certains sujets qui pourraient être anxiogènes pour certaines personnes. Est-ce que tu es enthousiaste pour l'avenir ? Alors je suis extrêmement enthousiaste, extrêmement optimiste, extrêmement enthousiaste, parce que je crois en la capacité de l'humain à se réinventer. Pas de l'humain de 2025. Si on regarde notre histoire, il y a eu toujours énormément de choses. Ce qui me passionne, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, pour avoir ces nouveaux outils. Moi, quand j'étais lycéen, j'imaginais pas qu'il y aurait l'IA générative. Aujourd'hui, je rêve tous les jours de nouveaux usages qu'on n'imaginait pas possibles avant, même dans des livres de science-fiction. Donc, je suis très positif sur le domaine, bien sûr, de l'investissement, mais aussi de la médecine, de tous les métiers du conseil. Je crois à la démocratisation du savoir énormément. Il y a eu l'encyclopédie des Lumières, il y a eu Wikipédia qui a été une sacrée avancée pour la diffusion du savoir. Et je pense qu'il y aura aussi l'IA générative pour la diffusion finale du savoir et son adaptation. On voit des étudiants qui adoptent l'IA et des écoles apprendre beaucoup plus vite et mieux. Est-ce que l'IA va rendre tout le monde fainéant ? Je ne crois pas plus que Wikipédia. Quand on veut être fainéant, on trouvera toujours un moyen de l'être. Par contre, si on a envie d'accéder à du savoir, il n'a jamais été aussi facile d'y accéder et d'apprendre vite. Super. Eh ben, merci pour ce mot de la fin. J'ai été ravi de t'accueillir sur ce podcast et on suivra de près tes aventures entrepreneuriales. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.